Bonsoir à tous et à toutes. On va y arriver. On est dans les mercredis d'Actes Sud, Actes Noir. Donc, on vous a mis un peu de suspense, sinon ça serait pas drôle. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Tariq Noui pour son roman Cathédrale, paru chez Actes Bonsoir. Sud dans la collection Actes Noir. Donc, bonsoir Tariq. Bonsoir. Merci d'avoir été patient. Mais c'est les aléas du direct aussi. On a des petits soucis. Je vais montrer tout de suite ce merveilleux roman noir qui s'appelle Cathédrale avec une couverture particulière, mais on reviendra dessus tout à l'heure. On va pas déroger à la règle. Je vais te faire résumer les grandes lignes Ah, ou carrément le livre. C'est toi qui vois. tu m'avais dit 1 minute, donc Oui, en une je vais m'y minute. tenir. Ouais. Le résumé du livre, Cathédrale parle ça se passe dans une ville qui s'appelle Enoch, et dans cette ville, il y a plusieurs personnages, dont un policier qui s'appelle Jonathan, qui va enquêter sur la disparition de jeune femme qui n'est autre que la nièce du mafieux local qui tient la ville en coupe réglée. Et autour de ça, un événement étrange arrive, c'est que des centaines de milliers de corneilles vont venir s'installer dans cette ville. Voilà en gros le pitch minimum, mais Oui, il y efficace. a à peu près la base, quoi. Alors, on Voilà. va essayer de rien dévoiler parce qu'il n'y a rien de pire que de dévoiler quelque chose dans un roman noir ou dans un film tout court ou dans un livre tout court. Moi, j'avais une première question. Quand tu as commencé l'écriture de Cathédrale, est-ce que tu avais déjà toute l'histoire en tête ou tu t'es laissé guider par tes personnages? J'avais une partie de l'histoire, j'avais une partie de l'histoire, en tout cas, cette cathédrale, cette ville, etc. Il n'y avait pas tous les personnages. Il y en a certains qui sont restés, d'autres que j'ai enlevés, en fait. Et parce qu'au début, en fait, ce bouquin, je l'ai commencé en 2000, en 2018. Donc ça fait long, non, plus, en 2008, pardon. Ouais, pas 2018. Donc j'ai commencé en 2008, ouais. J'avais une bourse pour aller à New York, en fait, pour bosser dessus, parce que c'était un peu la base, cette ville. Donc voilà, donc ça a commencé. Donc il y avait déjà, il y a pas mal de parties qui sont restées, et ensuite, avec le temps, ça s'est un peu affiné. J'ai retravaillé certaines choses, et puis le temps a passé aussi. Donc voilà. Mais globalement, ça reste quand même l'univers que je voulais rendre, en tout cas. Ça, pour le coup, c'est un peu ça l'idée. Alors, il y a une atmosphère très particulière dans ce roman. Déjà, il y a une ville imaginaire qui s'appelle Enoch. Elle nous fait penser un peu à plein de villes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est vrai que moi, ça m'a fait penser un peu à Barcelone. Parce que ville Ah, oui, cathédrale, moi j'ai fait un la raccourci. Sagrada. Voilà. Il y a aussi Gotham City de Batman, qui est moi Oui. mon héros, Batman. Mais moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans ce roman, c'est que la ville est un véritable personnage, mais surtout les structures de la ville. Est-ce que quand tu as commencé le roman, tu avais quelle a été la première image que tu avais dans la tête pour commencer l'écriture de ce roman? Est-ce que c'était la ville ou c'était un personnage? En fait, c'était un chantier, tout simplement. C'était un chantier. Et je peux même vous dire que c'était Avignon, en fait. Il y avait un chantier D'accord. à Avignon. J'habitais à Avignon à l'époque. Et voilà, donc c'est l'idée à germer là, de là. Et ensuite, en parlant de la ville, en fait, c'est une ville occidentale avec des caractéristiques qu'on connaît tous, d'où cette impression de déjà vu, on va dire. Après, j'ai un peu poussé le bouchon dans le sens où dans cette ville, il y a des espèces le centre est tenu par les nantis et plus on s'éloigne vers les banlieues et plus il y a les pots jusqu'à arriver à la Trash Belt qui est une espèce de bidonville en tout cas de zone de non-droit. Donc voilà, j'avais pris cette base-là en fait. Mais en gros, oui, effectivement, ça reste une ville qui est un mix de villes occidentales que j'ai pu, de capitales, de grosses villes quand même. Voilà. Mm. Alors, je vais remontrer la couverture, hein, comme ça on va évacuer le sujet tout de suite. Le mystère de la couverture, parce qu'on a un titre qui est cathédrale. Alors, effectivement, elle forme une cathédrale, ces corneilles. Ce ne sont pas des corbeaux, ce sont des corneilles, Il hein. faut dire merci à la graphiste, hein. Là, qui a Toi, fait un peu. tu avais une idée de la couverture ou tu t'es laissé guider justement par la graphiste de chez Actes Sud? Non, non, c'est la graphiste qui a proposé cette couverture. C'est la première qu'elle a proposée. Et on a dit OK, parce que c'était vraiment bien.
Elle a fait vraiment un super travail, vraiment un très très beau Elle boulot. est sublime. D'ailleurs, bah, ce sont toutes les couvertures Actes Sud, j'ai envie, il n'y en a aucune qui soit ratée. Il y a un univers particulier. C'est vraiment terrible. Alors, comme tu l'as dit, on rentre sur une bavure policière. Et après, on va suivre un inspecteur. Moi, j'avais envie de demander si Jonathan, c'était pas un peu toi, quelque part. Ah, c'est la grande question aux auteurs, ça. Non, C'est mais pas toujours. forcément toi dans ton, dans ce que tu es toi, mais dans tout ce que tu as traversé, parce on va le rappeler, tu n'es pas simplement que auteur de romans, tu travailles aussi pour la radio, tu es aussi scénariste, tu fais des performances aussi. Oui. Les gens allaient découvrir qui est Tariq, parce que vraiment, il a une palette. Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas un mix de tout ce que tu fais en tant qu'artiste, Jonathan, un peu par... Après, dans la mesure où tout ce que je fais reste quand même, enfin, je l'espère en tout cas, reste plutôt cohérent dans l'univers que je développe. Ensuite, c'est le médium qui change en vérité, c'est tout. Tout ça reste très lié, que ce soit lorsque je fais je sais pas, que je travaille pour le théâtre enfin, ou n'importe quoi, ou que je fasse même des costumes ou des performances, ça reste quand même lié. Il y a quand même une homogénéité, on va dire, de tout ça. Donc, du coup, je navigue dans ces endroits, mais en fait, j'ai l'impression toujours de développer la même chose, en fait, de développer le même projet. Après, en parlant de Jonathan, oui, certes, il y a toujours on va toujours chercher des choses qu'on a en nous, parce que c'est un personnage qui veut quand même, qui est sur cette idée de rédemption, et je suis assez fasciné par cette idée de comment se faire pardonner. Voilà, c'est un peu la base de ce livre quand même, qui reste là, c'est comment se faire pardonner. C'est très compliqué en fait comme question. Alors évidemment, le meilleur moyen de se faire pardonner, c'est de ne pas faire de faute. Mais bon, on est humain. Donc voilà, donc ça tourne autour de ça. Donc évidemment que ça me concerne en premier lieu. Mais je pense que ça concerne un peu tout le monde, en fait, et, si tant est qu'on s'interroge sur ça, sur sa vie et sur ses actes en tout cas. Il y a pas que ça qui traverse le roman, il y a aussi faire le mal pour le bien. Ça, c'est un fil rouge qui Oui, traverse ça. Il y a aussi les liens familiaux, parce qu'il y a deux frères aussi dans oui. ce roman qui sont assez intéressants. Et j'ai envie de dire que les personnages, j'aime pas dire ça, hein, les personnages secondaires, mais il y a une palette assez exceptionnelle de personnages. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit quand on est lecteur que on s'attache beaucoup aux méchants. Les méchants, on a plus de facilité à s'attacher aux méchants que à l'inspecteur finalement. C'est étrange quand même, hein, comme Oui et non, parce qu'en fait, par exemple, en scénario, l'antagoniste en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on oublie, on pense souvent que le méchant, c'est quelqu'un qui est méchant. Voilà, bon, il fait des choses méchantes, il passe sa vie à être méchant, mais en fait, c'est faux. Un, un bon méchant, si je puis dire, un bon antagoniste, c'est quelqu'un qui veut quelque chose qui va, qui va à l'encontre de ce que le héros veut, tout simplement. C'est l'antagoniste. Lui, il veut quelque chose. Il ne veut pas juste être méchant pour être méchant. Et je pense que pour construire entre guillemets, un bon méchant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et comment il va rentrer en conflit avec notre héros ou avec la situation, qu'importe. Et à partir de ce moment où on va dans ce sens-là, ou qu'on résout cette problématique, enfin qu'on s'y intéresse comme ça, pas en tant juste que méchant, parce que sinon il va juste être décoratif, ça va être le méchant, bon, ouais, il tue pour tuer, bon d'accord, mais s'il y a quelque chose de plus profond, parce que par exemple, enfin, je suppose que tu parles du méchant de Igor, qui est un peu la oui. figure du méchant, et il a aussi ses limites morales. Il a aussi, c'est pour ça que dans le livre, par exemple, je raconte son histoire. Mm. Parce que c'est intéressant de voir d'où il vient aussi, pour comprendre un peu pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait exactement. Et ça lui donne un peu une teinte un peu moins forcée, un peu moins caricaturale en tout cas. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Ah, mais Alors d'ailleurs, justement, quand tu racontes l'histoire d'Igor, on bascule un peu dans la blanche. C'est-à-dire que ce roman, il oscille entre le roman. Alors, il est très noir, hein, ça, j'en conviens. Mais il y a aussi, par moments, il y a de la narration de la blanche. Euh, En fait, tu es un auteur très littéraire, mais presque plus de blanche que de noir, ou... Bah, quand j'étais en blanche, on me disait que ça faisait très noir. Donc voilà. Donc maintenant que je suis dans la noire, on me dit que ça fait un peu blanche, donc ça va, je suis Non, entre les deux. non, mais pas tout le Mais temps, parce oui, que c'est non. vraiment très très noir, hein. Moi j'ai adoré parce que c'est un univers très particulier, une atmosphère très particulière. Moi j'ai été en apnée, je trouve que la rythmique est très bonne, et les dialogues, la qualité des dialogues. Par moments on a l'impression de voir un film, quoi. C'est justement c'est Bah, ton côté scénariste qui t'a aidé là-dessus.
Non, il y a, enfin, deux choses. Non, côté scénariste, c'est plus sur la structure en réalité. Les Ouais. dialogues, beaucoup moins. Les dialogues, c'est juste parce que, enfin, basiquement, c'est que je me suis beaucoup entraîné. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais à Arles, en fait. Je travaillais dans un magasin d'huile d'olive, par exemple. Et je passais toutes mes journées, comme il n'y avait pas beaucoup de clients, en fait, je m'entraînais à des dialogues. J'inventais des situations et je me disais, tiens, donc j'ai fait des lignes, des lignes, des lignes, des lignes de dialogue. Et voilà, donc c'est un. Enfin, après, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça fait partie d'exercices que j'ai fait et je suis bien content. Et j'aime beaucoup les dialogues parce que ça, c'est une, comment, c'est quelque chose qui raconte énormément en fait entre deux personnages dans une situation, etc. On peut vraiment faire passer beaucoup plus d'informations dans le dialogue que dans la description, par exemple. C'est très intéressant. Sans être redondant, il faut être assez fin. Il faut, moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple des ruptures, parce que c'est très naturel de faire des ruptures. On parle d'une chose, on parle d'une autre chose, on fait des digressions, on revient sur ce qu'on a dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance de faire quand je discute. Mais voilà, donc c'est voilà, bah, voilà, c'est tout. Donc les dialogues, oui, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Alors, tu as une écriture qui est quand même très sensorielle, très visuelle. Qu'est-ce que tu donnes quand tu écris, c'est quoi qui emporte le truc? C'est les images, les sons ou les émotions? C'est les images d'abord. Pour le coup, c'est très imagé. Je suis vraiment, moi, c'est des images. Il faut que, d'ailleurs, quand je lis aussi, j'aime les romans ou les textes où je peux me faire une image. En fait, c'est assez, c'est un exercice. La lecture, c'est un exercice intéressant parce que, et l'écriture du coup aussi, parce que c'est un exercice de synesthésie, c'est-à-dire qu'on transforme des mots, des sons, ou même des lettres en images. Je trouve ça assez chouette. Donc c'est vraiment un exercice très particulier. Et, et alors, le travail de l'auteur, je pense, c'est d'essayer d'être assez précis pour poser des images qui vont parler à tout le monde, mais leur laisser un petit espace. Et ce petit espace dans l'image, c'est celui qui concerne la vie de chacun, qui s'est fait aussi une image. Si demain je dis il dormait sous un arbre, chacun va voir un arbre différent dans sa tête. Voilà. Et du coup, l'auteur, il doit décrire l'arbre le plus possible, etc. Mais j'aime bien l'idée de laisser un tout petit espace pour que le lecteur puisse amener aussi sa pierre et sa personnalité et en faire aussi un objet de ce roman, d'un bouquin, d'un roman en fait, d'en faire aussi un objet personnel. C'est ce qui fait que ça nous touche, parce que ça va nous rappeler des choses très personnelles. Donc voilà, c'est un exercice qui est assez fin, assez intéressant. Il faut aussi bon réglage. Est-ce que dans cette palette de personnages, il y en a un féminin, mais bon, il y en a plusieurs féminins, mais il y en a une surtout qui a disparu, donc on reviendra dessus. Est-ce qu'il y a un des personnages Il y en qui a t'a... deux. Il y en a deux. Est-ce qu'il y a un de tes personnages qui t'a posé des problèmes et qui t'a amené là où tu ne voulais surtout pas aller et qui t'a fait changer plein de choses? Alors, dans ce roman, pas particulièrement. Dans celui d'avant, oui, mais vraiment. Mais celui-là, non, ils ont été plutôt Calme. sympathiques. J'étais obligé d'en enlever. Alors ça, c'est un peu la Ah, tristesse. C'est un peu c'est un peu voilà, c'est un peu triste. Mais non, j'ai pas eu vraiment enfin, de problème en tout cas avec les personnages parce que bah, déjà, je les ai beaucoup travaillé. Et puis, ils avaient une raison d'être là. Voilà. Et donc à partir de là, non seulement ils avaient une raison, ils avaient une cohérence avec le reste, avec l'environnement, avec tout ça. Donc à partir de là, ils m'ont pas posé vraiment de problème. Ça a été plutôt, ça va. Non, j'ai pas galéré sur des personnages. Enfin, non, je m'en souviens pas. quand on lit Cathédrale, alors déjà il a un titre qui a une consonance un peu sacrée, spirituelle. Il y a beaucoup de violence, mais pas de la violence trop physique. On Non. va pas trop dévoiler. Mais donc il y a aussi une quête spirituelle quelque part. Est-ce que c'était important pour toi de faire coexister la violence d'un côté et la spiritualité de l'autre? Euh, Bah, en fait, il y a une bonne partie de la population mondiale qui est croyante, qui est spirituelle, etc. Parce qu'elle doit se protéger, en fait, d'abord. Et quand je dis se protéger, c'est se protéger d'une certaine violence du monde. Et la première violence du monde, c'est l'absurdité de notre existence, déjà. Ça commence comme ça, la vraie violence, en fait. La première violence, c'est voilà, c'est l'absurde de Camus, donc on est là. Et ça, c'est déjà une violence. Donc, et puis là, en fait, ce que je voulais, c'est comme je travaillais beaucoup donc c'est très chargé comme bouquin au niveau spirituel, religieux, c'est très biblique. Enoch, c'est la première ville biblique c'est Caïn qui l'a fondée, et c'est son fils qui s'appelle Enoch qui a pris le nom de la ville. Donc c'est très chargé dans ce sens-là. Euh,
Et donc, comme ça parle aussi de rédemption, de salut, eh bien, c'était un peu, c'était comment sortir de ça, en fait, en essayant de s'élever, en fait. Et s'élever, c'est quoi? C'est essayer comment comme certains personnages qui vont essayer de faire le bien. Voilà. Mm. Alors évidemment, comme on a dit tout à l'heure, le bien, c'est pas le bon, c'est deux choses bien différentes en fait. Voilà. Euh, mais voilà, donc c'est pour ça que c'était, c'est, ouais, c'est c'est pour se protéger de cette violence en tout cas, qu'il y a une spiritualité qui se développe. La nuit a aussi son importance, parce que comme tu l'écris, la nuit, on est tous des proies. Il se passe beaucoup Mm. de choses la nuit, donc par rapport au noir, mais j'ai envie de dire que c'est souvent lumineux, comme chez Soulage en fait, c'est du noir lumineux. Ah bah, c'est gentil. Oui, le compliment est pas mal. Mais j'aime bien, c'est vrai que plusieurs fois je l'ai utilisé ce terme de sombre lumineux, mais c'est exactement ça en fait, ce qui se passe dans ce roman. Parce que finalement, il y a de la violence, il y a des choses où on peut se dire, mais finalement, ça pourrait être une parabole de notre monde contemporain, complètement. Parce qu'il y a aussi, Oui, c'est quand même un roman social quelque part, parce qu'il y a quand même les travailleurs d'un côté, il y a la mafia de l'autre, quoi, je grossis le trait, hein. C'est pas aussi. oui, c'est le principe un peu du roman noir, qui va plus s'attacher à décrire un environnement social que une enquête minutieuse, réaliste, etc. Ça, c'est encore le roman policier, comme on peut voir parfois. Là, c'est plus l'intérêt, c'est plus de s'attacher à la, oui, à la société, comment elle fonctionne, de montrer ses travers, en les poussant un petit à bout, évidemment, euh, euh, parce qu'on est face à des actes les plus violents. Donc évidemment, les choses ressortent beaucoup plus que dans la vie de tous les jours, où on vit tous les jours, où on est face à une certaine violence sociale. Mais là, c'est prégnant en tout cas. Donc voilà pourquoi. Et après, en ce qui concerne la nuit, oui, moi, j'appelle ça, enfin, ça c'est ma définition à moi, très personnelle, hein, mais j'appelle ça de l'onirisme noir, en fait, justement, parce qu'il y a un petit côté comme ça qui reste. J'aime bien qu'il y ait une espèce d'ouverture, que ça reste quand même pas. Après, attention, le roman, il est pas, il est violent certes, mais il n'y a pas de, c'est pas du porn crash, c'est pas de la torture, c'est pas de ce genre de choses en fait. Ça Non, reste non, quand même, voilà, c'est une autre violence, c'est une pression, on va dire. elle est suggérée. Par moment, elle est suggérée. Oui, On se l'imagine, même nous, lecteurs, on se l'imagine tout seul, alors que peut-être qu'elle n'a pas lieu d'être, j'ai envie de dire. oui, Et c'est oui, j'aime trop bien le fort. hors-cadre. Voilà, on sait qu'il y a des Ouais. endroits, c'est violent. Même quand le héros le traverse ou quelqu'un traverse ces endroits, on sait qu'il y a une violence. Ce qui fait peur, c'est le possible d'une violence. C'est pas tant la violence que dans un roman, dans un film, etc. C'est ce qui peut arriver qui va nous attacher qui va nous mettre une tension en tout cas. Voilà. Alors, on va revenir sur les personnages féminins. Sarah, qu'est-ce que tu pourrais dire de Sarah sans trop dévoiler alors, on sait qu'elle a disparu. Ah, oui. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, mais Ah, problème. folle. Problème. Oui, j'aime Non, bien bah, le Sarah, côté comme ça. c'est le personnage. On va dire c'est la personne, c'est une fille discrète enfin, elle a aussi, alors elle a une particularité, c'est qu'elle est, alors je raconte qu'elle est disgracieuse, elle est pas bien, enfin elle est pas bien. En tout cas, ça on verra plus tard, mais en tout cas voilà, elle a quelque chose, elle subit aussi une violence sociale, qui est la violence des canons de beauté, etc. En fait, mais elle a une autre manière de le, de, de le, de le gérer. Et la deuxième chose, c'est que c'est un personnage qui est intéressant dans le sens où, en fait, c'est toujours ça que je trouve assez intéressant dans tout ce qui est roman policier, polar, roman noir. C'est que généralement, on a alors un mort, un disparu, enfin, qu'importe. C'est des personnages qui sont pas là et pourtant tout tourne autour d'eux. Donc il y a quelque chose qui se raconte autour de leur vie. On en apprend, c'est-à-dire que dans le roman, par exemple, voilà, elle n'est pas très active, en tout cas, pratiquement pas d'ailleurs, mais en tout cas, on sait qui est son oncle, on sait qui est sa tante, on sait qui sont ses parents, on les voit s'activer en tout cas autour de sa recherche, et on sait ce qu'elle va générer aussi comme, par rapport aux autres personnes. Et du coup, c'est intéressant, on a l'impression de la connaître finalement, Hmm. au final, même si Oui, c'est voilà. vrai. Hmm. Et moi, il y a un autre personnage auquel j'ai été beaucoup attachée, c'est Karl. Alors lui, Ah bah Karl, c'est une respiration, c'est une petite respiration, mais tragique, j'ai envie de dire, un peu, bah ça tout est fait rien se tragique. dévoiler, mais il est attachant, ce garçon. Il est très attachant, quand même. Oui, oui, c'est un personnage très attachant et c'était intéressant de le mettre dans un endroit, dans un récit en tout cas qui
a priori, n'est pas très avenant avec ce genre de personnage. En tout cas, généralement, Oui, quand ce genre de personnage qui est comme Karl, par exemple, apparaît, c'est très rapide, ou alors c'est les victimes, ou alors, enfin, c'est très. Là, je voulais vraiment. Et puis, je voulais aussi travailler sur la relation entre frères, parce que dans le roman, il y a la relation entre frères, il y a la relation entre frères et sœurs aussi avec comment, Igor. Il y a la relation entre mari et femme. Enfin, il y a différentes ouais, relations en fait. ça Et finit pas, ça. voilà, exactement. Et du coup, c'est tout ce qui est de l'ordre familial. En fait, j'ai essayé de poser comme ça différentes relations. Et Karl, oui, oui, c'est quelqu'un de très très touchant parce qu'il On amène. s'attend pas, surtout. On s'attend pas à le voir dans ce roman-là. C'est-à-dire, on se dit, mais Non, c'est qu'est-ce vrai. qu'il fait? Lui, il a poussé la porte, il est arrivé. Oui, c'est un peu ça, oui. Il apporte beaucoup. Je trouve qu'il apporte de la douceur et C'est de vrai. l'humanité, en fait. Et c'est lui la lumière, quelque part. J'ai l'impression que c'est la comète qui arrive et qui nous soulage un peu parce qu'on se dit, ah, enfin, j'allais dire quelqu'un de normal, mais Non, c'est un innocent en fait. ouais, voilà. Et donc, il Donc c'est est. vraiment la figure de l'innocence pour le coup. C'est la figure comme Corban, c'est deux figures de l'innocence en fait qui sont là. Donc et ça permet un peu de voilà qui est pas parce que tous les drames, toutes les histoires, etc. Dans le réel entraînent toujours des innocents dans leur sillage en fait, dans leur voilà. C'est ce qu'on appelle les euh, les victimes collatérales. Voilà, c'est un peu étrange de dire ça, mais voilà. Mais ces victimes ont une histoire, et enfin voilà, elles ont une vraie une vraie existence en tout cas. Et Karl, je voulais vraiment lui donner cette existence et surtout lui donner aussi un vrai rôle dans cette histoire aussi, parce qu'il en a un Et en très plus, il est important. drôle. Moi, je le vois drôle, en fait. Oui, Je sais pas bah, pourquoi. il a un certain humour, on va dire, Oui, c'est ça. Il de, a un certain. de Bon, après. situation. Et on peut s'imaginer que son frère aussi, ça lui pose des problématiques aussi à son frère, parce qu'il doit s'occuper de son frère de Karl, il doit s'occuper de ses autres affaires qui sont plus avec la mafia, la drogue, etc. Et pareil, lui, sa limite, c'est Karl, par exemple. Voilà, Hmm. c'est ces deux frères qui sont, voilà, on sent que chacun a besoin de l'autre pour vivre, en fait. Voilà. Alors, tous ces personnages, ils sont en quête, ben, soit de pouvoir, soit de pardon, soit de survie. C'est quoi qui les relie, tous, les uns Et aux ben, autres? c'est la, alors c'est la cathédrale pour le coup, mais c'est surtout ce qui les relie, c'est cette affaire, parce qu'elle va révéler en eux leurs limites, comme je disais tout à l'heure, leurs limites morales, que ce soit chez Igor, même qui est le pire des mafieux, lui c'est la famille, enfin ainsi de suite. Et ça va tous les pousser vers cette idée que c'est très compliqué de changer de situation, de s'extraire de sa condition. Ça, c'est vraiment ce qui les relie tous, c'est ça. Chacun veut s'extraire de sa condition, que ce soit, ouais, enfin tous ils essaient de le faire en tout cas. Chacun essaie de sortir d'un milieu euh, qu'il est très difficile de quitter pour la simple raison qu'il maîtrise quand même ce milieu beaucoup plus qu'un autre milieu qu'il ne maîtrise pas en fait. Voilà. Donc c'est Paul par exemple qui sort de prison, lui bon il veut arrêter, il veut être tranquille et tout, mais il n'est pas tranquille parce que un milieu c'est pas juste une décision personnelle, un milieu c'est un environnement extérieur, des gens, une situation qui fait qu'il y a une pression comme ça qui va t'empêcher de sortir de ce milieu. C'est très compliqué en fait de sortir d'un milieu, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. C'est pas facile. Donc voilà ce qui relie tous ces personnages en tout cas. Et toi, tu es ressenti comment après l'écriture de ce roman qui devait être assez intense parce que il y a quand même une écriture nerveuse, sans concession, qui capte vraiment la brutalité du réel, du monde. T'es sorti fatigué, Oh, j'étais un peu triste de quitter mes personnages parce que c'est quand même une vraie présence. Moi, comme je dis, mes amis imaginaires ne sont pas tous réels, donc c'est un peu ça, quoi. Donc, en fait, ils font partie d'un monde enfin, un monde, une réalité en tout cas, que je peux un tant soit peu maîtriser, pas totalement, mais ils sont vraiment présents. C'est-à-dire que voilà, j'ai passé du temps avec eux, et c'est toujours vraiment très triste de les quitter. Après, ils sont livrés comme ça au lecteur, mais pas que. C'est qu'en fait, ils ont cessé de. Ils sont là, ils sont en attente maintenant. Enfin, bref, voilà. Donc, oui, oui, c'est assez triste de finir un livre en vérité. Et en plus, l'écriture d'un livre, au-delà c'est qu'on est dans un environnement, une espèce de cercle vertueux, en fait, qui fait on se sent un peu protégé. C'est un peu la chambre d'enfant, c'est-à-dire qu'on est là, on est avec nos personnages, on travaille dans notre univers qu'on maîtrise parce que le monde, en tout cas, où la réalité est faite d'imprévus qu'on essaie tous de prévoir, en fait. C'est un peu notre vie, en fait. Voilà, ça va de prévoir ses vacances à Noël jusqu'à ne pas prévoir un tremblement de terre. Mais voilà, donc c'est pour ça que quitter un roman, c'est toujours très, très Ouais, et éprouvant.
même moi, en tant que lectrice, j'avais du mal à fermer le roman. J'avais envie d'y rester. C'est marrant parce que c'est quand même très sombre, très violent. Et on se dit, mais on est quand même un peu barjot parce qu'on aime être dans un univers qui nous tend. Comme si Oui, comme si le noir nous enveloppait quelque part et on se dit, non, non, j'ai pas envie de fermer la dernière page. C'est très, très bizarre comme sensation. oui, parce que peut-être ça vient aussi de la ville qu'on commence à connaître, les personnages en fait. Tu vois, parce que j'ai fait un gros travail sur les personnages quand même. J'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, donc peut-être que ça vient de là et je suis très content que ça soit ça. Toujours une bonne nouvelle. Est-ce que toi, il y avait un méchant dans la littérature que tu affectionnais particulièrement? Ah, méchant de la littérature que j'affectionnais particulièrement. Alors là c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a comme méchant que je sais pas en fait. Non, je sais pas s'il y a un Dans les méchant. classiques, il y en a une pelletée hein, de méchants. Hein. Toi qui aimes les Ah classiques. oui, ouais, oui, oui, mais oui, oui, il y en a plein. Les méchants, méchants, oui, oui, il y en a plein. Mais j'ai pas une idée d'un méchant en particulier que j'aime bien. Euh, non, non, j'ai pas, non, j'ai pas de méchant en fait. Tes inspirations littéraires dans le noir, c'est qui comme auteur? T'as des auteurs Bah, qui... en fait, j'en ai pas beaucoup. Je suis pas un gros lecteur de noir. Non, je viens de la Paradoxal ça littérature. quand même. Oui, c'est C'est du vrai. noir et il a pas de... Non, j'ai pas. Bah, évidemment, j'ai lu les James Ellroy comme tout le monde. Ah, C'est un peu la référence. J'ai lu ouais. James Lee Burke ou des. Euh, mais non, j'ai pas des grosses références. Non, non, j'ai plutôt des. Après, en fantastique, j'ai des références. En littérature blanche, j'ai des références. Mais noir, j'en ai pas lu beaucoup, autant que ça, en fait. Hum, Alors après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Bon. Et est-ce que pour toi, le noir aujourd'hui raconte moins le crime que l'épuisement du sacré? Alors là, je dirais que. Vaste question déjà. T'as les deux Euh, œufs. Vaste question. Si on considère que l'épuisement du sacré va de pair avec l'émergence ou la résurgence, si tant est qu'elle a disparu un jour, du crime, des mauvaises actions, oui. Après, je ne sais pas si le roman. Parce que le roman noir, c'est quand même vaste, hein. C'est quand même vaste. C'est-à-dire qu'il y a tellement de romans différents, tellement qui parlent. Mais en tout cas, ça parle toujours de la même chose, c'est-à-dire que je pense que ça parle de au-delà du sacré, mais ça c'est derrière, certes, mais ça parle d'abord en fait de tout ce qui socialement ne fonctionne pas, en tout cas, toutes les injustices, voilà, c'est vraiment je pense que c'est le roman noir sert à ça en fait, à mettre en lumière des problématiques sociétales, euh, voilà. Est-ce que vraiment, celui qui gagne, c'est celui qui désirait le plus la mort de l'autre? Bah non, alors pour le coup non. C'est pas celui qui désire. Non, non, celui qui gagne, c'est pas celui qui désire le plus de mots. Ça, c'est celui qui gagne une bagarre. Une Attention, bagarre, une parce que lutte. ça, cette Mais phrase, tu oui, l'as écrite, c'est hein, c'est- c'est page Igor qui le dit. 233. C'est Igor, oui, oui, bien sûr. C'est Igor qui le dit Ouais, à propos de Paul, ouais, en fait. Oui, oui, c'est celui qui gagne. Mais ça, je veux dire, celui qui gagne, il le gagne, il va gagner une bagarre, mais moralement, il va rien gagner. Ça, il le sait. Mais oui, effectivement, ça, c'est dans la violence des échanges, dans une bagarre, par exemple, celui qui gagne, c'est pas spécialement le plus fort physiquement, c'est celui qui oui, a ça, le on est plus d'accord. envie de détruire l'autre. Et quand j'ai répondu, c'était d'abord d'un point de vue moral et après. Mais oui, il dit ça, en fait. Il dit ça. Il dit pourquoi il est aussi bon. Il est bon parce que il a, c'est pas la force qui compte, c'est plutôt l'envie de tuer l'autre, surtout. Plus elle est forte et plus il y a des chances qu'il gagne. Mais il est dans un milieu où on peut tuer les autres. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Finalement, Igor, il est méchant, mais il est pas si... il a bon fond quand même. Si on tire un peu les fils de tous les personnages, bon, il fait... bon, c'est en concession, ça, d'accord, mais moi, j'ai trouvé que par moment, il avait des failles. Et justement, dans ce roman, ça montre aussi les failles de chacun. Ouais, bien sûr, moi je crois pas, à part il y a des maladies psychiatriques ou des déviances particulières, même si déviance c'est un peu étrange comme mot. Mais non, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on voit en fait d'où il vient, la manière dont il est arrivé là, pourquoi il est arrivé là, etc. On peut facilement se mettre à sa place et imaginer la dérive qu'il a pu y avoir petit à petit pour qu'il arrive là. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi je pense que c'est un méchant qui est intéressant, c'est que il n'est pas né méchant. Il n'est pas Non, devenu méchant du jour au lendemain. Et c'est pas un événement.
un seul événement qui l'a transformé du jour au lendemain. C'est que c'était un événement, plus un autre. Et dans un environnement aussi pareil, c'est qu'il a été pris aussi par un environnement dès son jeune âge, en fait. Et même son père aussi, d'ailleurs. Et donc, du coup, il a essayé d'échapper à ça, mais encore une fois, il a été rattrapé par les choses. Et donc, il se retrouve à faire ce qu'il sait faire et ce qu'il pense être le mieux, en fait. Et parce qu'il le fait aussi, parce qu'attention, dans le milieu dans lequel il vit, du milieu dans lequel, d'où il vient, il sait très bien aussi que s'il ne prend pas la place, quelqu'un va le prendre à sa place. Et il va devenir le subalterne de quelqu'un. Et dans le milieu de la mafia, dans le milieu du crime en tout cas, c'est quelque chose qui peut être vite compliqué. Donc finalement, il prend cette place parce qu'il considère que s'il ne la prend pas, il va pas pouvoir s'en sortir, tout simplement. Plus, il aide ses trois sœurs aussi. Voilà, donc il y a un rapport aussi. Il y a pas... Donc c'est ce qui fait un peu qu'il a un petit, malgré tout, il a une petite lumière. On peut penser qu'il peut pas changer, mais en tout cas qu'il a quelque chose en lui qui le remue. C'est déjà pas un monstre total. Moi, par moment, je me disais, tiens, c'est marrant parce que cette cathédrale, elle se construit, parce qu'il y a quand même la cathédrale qui est aussi un personnage, mais au fur et à mesure où on la construit, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se déconstruisent chez les personnages. Est-ce que je me trompe ou pas? Ah bah c'est le principe de ce genre de livre, c'est que plus on avance dans le récit et plus le personnage va, ce qu'on croit savoir, ce qu'on a comme information sur un personnage va commencer à s'éclater, va commencer à se distendre, va commencer à partir en morceaux. Et là, il va y avoir des morceaux partout. Et petit à petit, l'idée, c'est d'arriver ensuite, après cette explosion, à reconstruire tout ça petit à petit, enfin en tentant de reconstruire. Mais chaque personnage, oui, va complètement cette histoire, en fait, cette cathédrale va vraiment être l'épicentre de tous ces bouleversements qui vont les transformer. Enfin, plus ou moins les transformer, hein. Et au milieu, il y a ces corneilles. Les corneilles, C'est quoi? C'est une métaphore de Dieu? C'est quoi les corneilles en fait? c'est une métaphore de Dieu, ouais, on peut le voir comme ça. En tout cas, euh, c'est un peu l'œil implacable qui observe. Voilà. On ne sait pas si elles jugent, a priori oui, mais en tout cas, elles observent. Elles nous observent. Elles observent ce que les humains font. Donc c'est une espèce oui, oui, c'est une espèce c'est quoi? C'est le, C'est c'est le l- miroir, c'est un miroir ou c'est pas? l'œil qui nous regarde. Non, non, c'est juste. On a l'impression qu'elles nous observent et qu'elles vont nous juger, qu'elles vont juger les personnages, qu'elles vont juger toute la ville en fait. C'est une espèce de quelque chose. Il y a quelque chose de très scatologique là-dedans, fin du monde. On a l'impression que c'est l'apocalypse qui se prépare. Cette ville elle est en déliquescence, elle va tomber en fait. Et donc, il y a ces corneilles qui arrivent comme. C'est quelque chose de très médiéval, en fait, comme vision. Il y a quelque chose de très médiéval dans cette ville aussi. Moi, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, par exemple. Donc, avec cette cathédrale, cette espèce de cour des miracles avec les croyants là, qui sont avec leurs croix tournées autour voilà, de la cité, le mafieux, les corneilles. Donc, il y a en tout cas, dans ma tête, il y avait une espèce ouais, d'iconographie, de vision un peu médiévale de cette ville et de ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs retiennent une fois qu'ils ont fermé le livre? Le plus important pour toi, que tu voudrais qu'ils retiennent vraiment? Eh bien, bah, qui retiennent longtemps le nom du livre, Hein. Oui, tout c'est pas mal. simplement, qui puissent, qui se disent, ah Le tiens, nom du ce livre livre, ou le nom de l'auteur? Parce que non, même du livre, de dire, tiens, ah, ce livre, que dans 20 ans, il te dit, ah, ce livre, vraiment, il était super. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. ouais. Quand tu as Après, trouvé le titre d'ailleurs, il est venu tout de suite? ouais, assez rapidement, ça fait assez longtemps que j'ai ce titre. Oui, oui. Ouais, ouais. Parce que c'était le chantier justement d'une cathédrale. Voilà. Ouais. Donc c'était ça s'est fait assez vite. Oui, oui, le titre. Et après, autour de ce titre, voilà. Euh, mais oui, je trouve que c'est un titre qui raconte bien la chose. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, on va trouver cette construction de cathédrale, donc, mais aussi c'est un peu chaque personnage en fait, ce qu'il est lui en fait, c'est la difficulté de se construire, de se reconstruire comme une cathédrale en fait. Donc du coup, je trouvais que le rapport était plutôt bienvenu en fait, et même la structure des rapports entre les personnages autour en fait, voilà, sans rentrer dans les détails, mais Tu as dit tout à l'heure que tu avais dû enlever des personnages, mais ça a été une volonté de ta part ou c'est ton éditeur qui t'a demandé d'enlever des personnages?
Alors là, je saurais pas dire, mais je crois que ça a été moi d'abord, en fait. Ouais, parce qu'à un moment, il y en avait beaucoup. J'en ai enlevé quelques-uns qui dorment dans un coin en attendant qu'on ait les employés, on va dire. Donc voilà, donc oui, on en a enlevé quelques-uns. La discussion, c'était bien, c'était très intéressant. D'ailleurs, je salue Sophie Duc qui a fait un travail, un très bon travail, très très bon travail. Il y a vraiment un accompagnement, une vraie réflexion sur ce roman. Euh, mais parce qu'on ne dit pas assez, mais les éditeurs, c'est pas juste des gens qui corrigent des fautes et qui, voilà, c'est des gens aussi qui aident à comprendre ce qu'on est en train de faire, à essayer de pousser le bouchon des fois, ou essayer des fois être un peu, à dire tiens, ça c'est, comment t'expliques ça par exemple. Ça aide à expliquer aussi ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Ça aide à l'expliquer, pas juste à le poser comme ça, à le balancer, parce que c'est simple de dire oui, mais moi je me comprends, mais en fait, si je me comprends, ben, je garde le manuscrit chez moi. C'est pas, voilà. Mais voilà, donc oui, ça c'est important de ce travail avec Sophie a été vraiment, vraiment un très, très beau travail, très, très, très simple, très efficace. Enfin, simple dans le sens dans les rapports, je veux dire, hein. Voilà, c'est très. Voilà. Et je confirme, dans le bureau de Sophie, derrière les étagères, derrière les livres, il y a des personnages qui attendent Ouais, c'est ça. qu'on a rangé là et qui viennent te chercher après ou que tu viens chercher. Tu frappes, tu dis, viens juste chercher le personnage là, c'est juste pour le C'est prochain. exactement ça. C'est exactement ça. Je les garde pour ça. Eh ben, c'est ma question. Et est-ce que, il y a des personnages qui rentrent pas dans un livre et puis qui vont rentrer dans le suivant? Est-ce que ça t'arrive de te retrouver avec des personnages tout d'un coup qui viennent, mais finalement ils sont pas dans ce livre, ils sont dans un autre? Ta, 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 ta. Dans un film. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Ça arrive. Ça peut arriver. Ouais, ouais. C'est que ils ont pas, c'était pas leur fonction là. Après, quand je parle d'un personnage, je parle d'un personnage dans le sens en tant que quantité psychologique, physique, etc. Mais pas, c'est pas nécessairement qu'elle va rentrer dans le même emploi. C'est ça que je veux Ouais. dire. C'est qu'elle va pas retrouver la même poste et je vais pas l'intégrer comme ça. Mais par contre, il y a des personnages, des fois, qui ont une petite chose qui m'intéresse. C'est exactement comme un metteur en scène qui travaille avec des comédiens. Il va dire, tiens, ce comédien m'intéresse, en fait. Voilà. Donc là, pour Mm. l'instant, on a fait des essais, ça marche pas parce qu'on a changé le truc, l'histoire et tout. Mais la prochaine fois, là, tiens, je pense à toi. Donc j'ai une petite galerie de personnages qui sont là. Ils attendent une espèce de, oh, j'espère que c'est pas le purgatoire, quelque chose de plus joli. Mais voilà, donc ils attendent là. Mais en tout cas, oui, ça arrive, ça, en fait. Donc c'est vraiment le personnage en tant que tel et pas. C'est-à-dire que le personnage, quand je dis en tant que tel, c'est que vraiment avec sa voix, sa manière de parler, parfois son histoire aussi, en fait. Des fois, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Mais après, sa fonction, elle peut changer, évidemment. Mm. Quand tu parles de sa voix, tu l'entends? Oh, mais je parle avec eux tout le temps, moi. Quand je Ah, bosse, d'accord, ok. ah oui, ils parlent, oui, je les entends vraiment. Chacun a sa voix, ses tics de langage, son histoire. Donc c'est vraiment une vraie présence, un vrai moment de réalité, en tout cas, altérée, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je vis vraiment avec ces personnages-là sans être complètement fou ni rien. C'est pas un problème, mais c'est juste que ils sont là. Donc, parce que c'est le moyen de bien travailler la chose. On peut pas les prendre juste. Je pense pas qu'on puisse prendre en tant qu'auteur un personnage juste en disant bon, il porte une moustache, il est brun, il fait 1,80 m et puis il est comme ça, comme ça. Il faut quand même l'aimer un peu, sinon on peut pas travailler avec. Ouais. Enfin, il y a quand même c'est un rapport charnel, presque, sentimental avec les personnages. Donc il faut quand même aller chercher. Et donc ça veut dire qu'il faut aller chercher aussi ces personnages en soi, parce que chacun est une émanation de soi quand même malgré tout. Donc des fois on va chercher des personnages, ils sont là, ah merde, ah, j'ai quand même ce côté-là aussi, ah zut. Enfin voilà, ça fait pas toujours plaisir, mais il faut aller les chercher. Donc voilà. Un truc qui fascine nos proches, mais je vais être obligée de te la poser. Est-ce que tu peux tomber amoureux d'un personnage? Non, pas jusque-là. Non, 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 je tombe pas amoureux des personnages. Non, 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 franchement non. Euh, parce Même que si elle est très parce belle. ah bah non, 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 c'est pas la question. Mais non, je suis pas amoureux du personnage. En revanche, il y a des personnages qui me sont vraiment chers, en fait, que j'aime vraiment beaucoup, en fait. Quand on finit un livre et quand, par exemple, qui doivent mourir, c'est vraiment la loose, quoi. Parce qu'on est là, c'est vraiment assez terrible, quoi. Parce que parce que je parlais des acteurs tout à l'heure, comme si c'était des comédiens, mais en fait, c'est faux. Ça va un petit peu au-delà de ça, parce qu'ils ont cette vie-là. On est un petit, il y a comme quelque chose de l'ordre du démiurge. On est des petits dieux avec peu de moyens, hein, des dieux Mm.
un peu basique, quoi, parce qu'on crée des mondes en fait. Alors est-ce que ces mondes existent? Ces personnages, peut-être qu'ils existent. Je pense ils ont existé ou qu'ils existent dans le monde. C'est possible, parce que bon, c'est fort Mm. possible. Donc c'est assez intéressant de les. Alors on est là, on les torture un peu, on leur fait du mal, on cherche du conflit parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait une histoire en fait. Et donc c'est assez terrible ce qu'on leur fait faire en fait quand même. Donc on est Bien attaché à sûr. eux. Alors, évidemment, les questions qu'on a collectées concernent. C'est toujours fascinant d'avoir un romancier qui est aussi quelqu'un qui écrit des scénarios. Et la question, est-ce que l'histoire, quand on la conçoit, quand on l'écrit, ça se passe de la même façon, et c'est simplement juste le moyen ou la façon d'écrire, parce qu'on va écrire en images ou des dialogues, ou est-ce que c'est vraiment totalement différent d'être dans l'écriture d'un roman ou dans l'écriture pour toi d'un film? Non, c'est pas différent en vérité parce que alors déjà le scénario, en fait, la structure du scénario, les règles du scénario, en gros, elles ont un peu évolué légèrement, mais en fait, en gros, elles viennent du théâtre grec. Voilà. Donc déjà, on est déjà dans quelque chose de très littéraire, de très. Ensuite, si on regarde la structure d'un roman, c'est celle d'un. Enfin, le film n'a rien inventé. C'est que si on travaille bien sa structure, on le voit, hein, que ce soit des gens, si on voit par exemple des gens comme Hervé Bazin ou comme même Zola. Là, j'ai des carnets de Zola, ces carnets de travail. En fait, c'est hallucinant. Il prenait énormément de notes, de trucs. Enfin, voilà. Donc, en fait, non, ça relève de la même chose. Et souvent, les gens qui commencent à écrire ou qui écrivent, en fait, des fois, ils font cette erreur, c'est qu'ils passent l'étape de structurer, de savoir où ils vont, un minimum en tout cas, hein. Et du coup, après, ils sont dans la mouise. Parce que retravailler 200 pages, c'est pas pareil que retravailler 3 pages. Donc voilà, donc ça, j'avais bien travaillé ça en fait. Donc le scénario m'aura au moins, je dis au moins parce que c'est pas un exercice très très intéressant d'écrire du scénario, mais ça m'a entraîné surtout à travailler la structure, ce qui est vraiment une très très bonne chose. C'est-à-dire qu'après on Mm. laisse vraiment libre cours on a un espace. Une fois qu'on a un cadre, en fait, ce cadre-là devient un espace de liberté assez puissant dans lequel on peut. Après, on passe au dialogue. Les personnages peuvent batifoler, on va dire, gaiement. Mais voilà, donc la structure, oui, oui, en fait, il n'y a pas. C'est une manière de faire. Après, le roman est plus compliqué à écrire que le scénario, ça c'est clair. Je veux dire, Ouais. entre intérieur jour et d'écrire une pièce, c'est pas pareil. Donc, et puis il y a quelque chose de plus puissant dans le roman, il y a quelque chose de total. C'est-à-dire que l'auteur, d'ailleurs, un scénario n'est pas un objet littéraire, c'est un objet technique, ce qui est bien différent du roman. C'est un Mm. objet technique pour la simple raison qu'il doit servir à tout le monde et que tout le monde donne son avis à propos de ça. Donc c'est très compliqué de faire son scénario de A à Z en ayant ses idées. Alors qu'un roman, on est responsable de tout, du décor, du son, de la lumière, enfin, de tout. Donc, donc c'est en ça que le roman, quand même, il a une puissance, quand même. En tout cas, quand le roman est réussi, c'est grâce à l'auteur. Quand il est raté, c'est à cause de l'auteur. Voilà. Ouais. C'est pas le cas d'un film. Un film, c'est plus compliqué. Il y a tellement d'enjeux, tellement de gens. Donc, globalement, je trouve que la pratique du roman, généralement, ça aide beaucoup pour le scénario. Et parce qu'on l'a déjà, c'est déjà beaucoup plus costaud. Mais ça, voilà, le scénario, c'est la structure. Voilà. Donc, il n'y a pas des différences fondamentales, en fait. Et puis le temps, un Ils scénario, s'aident c'est l'un plus pour court. l'autre. Pardon? Ils s'aident l'un pour l'autre. Voilà, et le scénario, c'est plus court qu'un roman quand même, en Oui, termes de. Enfin, clairement. voilà. Mm. Après, les scénarios, tout est quand même basé beaucoup. Il y a beaucoup sur les dialogues aussi. Il faut savoir quand même faire du dialogue, ça c'est important. Le Ouais. dialogue, pour le coup, c'est sans pitié pour le scénario. Faut quand même nourrir ça. Tu fais une grosse différence entre tes dialogues de film et tes dialogues de livres. Non, non, pour le coup, non. Non, Non. parce que, enfin, tant que c'est des êtres humains qui parlent, je fais pas de différence. Non, non, non. Non, je fais pas de différence. Non, j'aime vraiment bien ça, faire les dialogues. À quoi jouait ou rêvait le petit Tariq, lui, de 7 ans et demi? Ah, à quoi il jouait? Eh ben alors, je rêvais à plein de choses. Je jouais à plein de choses en fait. Bah, j'aimais beaucoup lire déjà. J'avais commencé à lire, donc je lisais énormément et je rêvais. Je lisais je me rappelle, j'avais lu des Jules Verne. Non, j'étais très très actif. Donc je rêvais, je jouais beaucoup. J'étais en Algérie, donc j'ai joué beaucoup avec tout, fabriquer des choses. J'étais extrêmement actif, c'est-à-dire que vraiment, j'arrêtais pas de faire des trucs, donc de tout. Donc je faisais des trucs, des machins, je lisais beaucoup, je découvrais des choses, donc j'étais, on peut dire un peu suractif, un peu fatigant, on va dire. Mais voilà, donc voilà à quoi je rêvais. Et très vite, en fait, j'ai rêvé à être écrivain surtout. Donc ça, c'est arrivé Ouais. peut-être à l'âge de 10 ans en tout cas, mais très rapidement, j'ai voulu être écrivain et j'ai jamais changé de voie. Donc ça reste quand même
Comment on peut dire que mon rêve, c'était d'éditer un livre. Donc, en fait, j'ai réussi ma vie et tout ce qui est après, là, c'est du bonus, quoi, en fait, maintenant. Donc, voilà. C'était une vocation. Et Ouais. tu écrivais à 10 ans? Après, comme on peut écrire à 10 ans, bien sûr, hein. Mais oui, je restais beaucoup à la C'est maison. quoi? Plutôt des histoires, plutôt des J'aimais poésies? bien les histoires et puis surtout, j'ai découvert, alors après 10 ans quand même, parce que là, j'étais un peu trop jeune, mais j'ai découvert très rapidement les premières poésies, c'était des alexandrins. Et très vite, je me suis mis aux alexandrins. Je trouvais ça fascinant, l'alexandrin. J'en ai fait, mais j'adorais faire ça. J'adorais faire les alexandrins. Et je trouve que c'est une très, très bonne formation pour le rythme, Ouais. l'alexandrin. Et pour le dialogue, pour tout, en fait. C'est une très, très bonne formation en écriture. Je trouve que et du coup, voilà, ça a été ma première passion, c'était l'alexandrin. Donc j'étais, voilà, Je crois que bon, Victor à mon Hugo est niveau. d'accord avec toi. Ah bah Victor Hugo, c'était ouais, Tous c'était les vraiment. matins, Quand je il faisait découvrais ses ça. 150 alexandrins juste Ah pour ouais. s'entraîner comme ça. Non, mais c'était vraiment, c'était une grande découverte. Et puis donc voilà, je restais à la maison beaucoup. J'aimais pas sortir en fait. Dès qu'il pleuvait, j'étais content parce qu'on n'était pas obligé de sortir. Et puis ben, j'étais dans ma chambre et avec mes petits personnages, c'est toujours les mêmes, hein. On sort pas de sa chambre d'enfant. Je pense que c'est un peu mon but dans la vie, c'est de revenir dans ma chambre d'enfant un petit peu quoi. C'est ça l'écrivain en fait. Il est dans sa chambre, il est dans son monde. Donc très rapidement, j'étais dans ce monde-là en fait. Hmm. Eh bien, je rends la parole à Nathalie après ces questions d'enfance. C'est d'ailleurs une phrase de Graham Greene qui dit l'enfance est le solde créditeur de l'écrivain. Exactement. Mais il a raison en plus. Oui, c'est vrai, c'est très juste, hein. Ouais. C'est très très juste. Hmm. Moi, je voudrais que Tariq il me fasse un conseil de lecture. Oh, bah, ça va être alors conseil de lecture. Alors il y avait deux, on en a parlé tout à l'heure. Là, il y a le classique, hein. Mais sinon, non, si on veut moi un bouquin qui m'a vraiment marqué, bon, il y en a eu deux. Il y a eu L'Assommoir de Zola. Bon, ça c'est le classique. Voilà que je trouve incroyable. C'est le premier livre que j'ai lu en entier en fait. C'est la première fois que je disais, je devais être en quatrième ou en cinquième, je sais plus. Et mon père m'avait autorisé, on avait l'autorisation de lire tant qu'on voulait. Sinon, c'était dodo. Donc voilà. Et donc, c'est le premier livre que j'ai lu en entier. Et ce qu'il y a de terrifiant c'est là où j'ai découvert la première, quelque chose de terrifiant dans le roman, c'est que quand on arrive au milieu du livre, Gervaise, elle va bien. Ça y est, elle a monté sa blanchisserie, elle est bien, elle est tranquille. On se dit, ah, ça y est, elle est sortie. Mais il reste encore 150, 200 pages. Donc on se dit, là, la peau. Et là, vraiment, on se dit, pourquoi il s'est pas arrêté là? Pourquoi arrête, Zola, écoute, arrête là, s'il te plaît. Continue pas, s'il te plaît. Mais il continue. Et là, on sait que c'est la loose qui arrive. Donc là, c'était un choc assez terrible. Et donc, il y a ce livre-là, quand même, qui m'a vraiment marqué parce qu'il est très, très fort. D'ailleurs, tous les Rougon-Macquart, hein, c'est vraiment, voilà, encore une fois, on parle de sortir de sa condition, ça parle que de ça, en fait. Sa condition, que ce soit Germinal, que ce soit Nana, et le deuxième, c'est un livre aussi qui m'a profondément marqué. Là, j'étais à la fac. C'était Septentrion de Calafert, de Louis Calafert, qui est un livre. Avant, je connaissais Henri Miller, donc Sextus, Nexus, Plexus, tout ça. Et là, quand j'ai lu Septentrion, il y a une puissance, pareil, très poétique, une vraie quelque chose. Il a été interdit un temps, ce bouquin. Il a été distribué dans les sex shops. C'est étonnant, mais pour l'époque. Enfin, maintenant, il a été réhabilité, le pauvre Calafert. Mais voilà, en tout cas, ce livre-là, il est vraiment. Il raconte son histoire, en fait, en tant qu'auteur. Il ouse un peu, il est comme Fante, comme tous ces auteurs qui ont un peu traîné. Mais il y a une vraie. Là, j'ai découvert une écriture vraiment très forte, enfin, qui m'a marqué en tout cas. Voilà, donc ça serait le conseil de lecture, ça serait L'Assommoir de Zola et Septentrion Calafert, en fait, voilà, qui est vraiment un très très beau livre. Mais moi aussi, j'ai découvert une écriture puissante et qu'il faut absolument lire, c'est celle de Tariq Nouri. Oh, c'est gentil. C'est Cathédrale qui est mon conseil de lecture. Mais franchement, moi j'ai découvert, du coup j'ai envie d'aller lire ce qui s'est passé avant, quand même. Ah, Un voilà, peu lourd c'est pour pas de voir ce la. qui va se passer. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer aussi dans le prochain. Parce que là, il y a quand même un roman d'atmosphère. Il y en a très peu, hein, des Français qui arrivent à faire des romans d'atmosphère noirs comme celui-ci. C'est ce que je disais, il y a un peu d'influence des Américains. Et je trouve que cette, je vais dire, saison chez Actes Noir, il y a quand même des top niveaux des romans français noirs qui sont à la hauteur des romans étrangers noirs. Et ça, c'est pas rien. Et je pense que tu en fais partie, Ah Tariq. bah, c'est très gentil, hein. Et le prochain, il va se passer à Inox, tout ce que je peux dire. Ah, voilà. Voilà. Donc, Donc c'est nous, tout. alors, le 10 juin, on retrouvera un de tes confrères. Alors là, on va changer complètement d'atmosphère. On va retrouver Mabrouk Excellent, Mabrouk.
pour la chouette à Ouais, 7 ouais. heures pour sauver le monde. Donc là, on aura eu un panorama de ce qui se passe chez le Noir, chez Acte Noir, puisqu'on a eu, avant, on a eu Olivier Bard Gabusson Ah avec oui, le procès du rhinocéros blanc. Donc là, on était dans le passé, j'ai envie de dire. Là, on est dans une ville imaginaire, dans un roman très très noir. Et chez Mabrouk, c'est encore plus différent, parce qu'il va être question de science aussi. Mais je vous dis pas tout. En tout cas, je vous donne rendez-vous donc le mercredi 10 juin à 19 h. Ça sera avec Mabrouk Rachedi. Un grand merci, Tariq, d'avoir été merci beaucoup. Un grand merci. Ça a été magnifique. belle Merci nuit beaucoup. à Cathédrale. Je vous souhaite à Merci. tous les deux une belle soirée.